L'après-midi du 10 mai 1940, la vieille demeure de Downing Street se tenait silencieuse dans la lumière printanière, mais à l'intérieur, la machinerie de l'Empire tournait sur son axe. Neville Chamberlain, l'homme qui avait promis la paix pour notre temps, s'était enfin révélé aussi inefficace en guerre qu'il l'avait été en paix. La pression pour sa démission était irrésistible. Le peuple brûlait d'avoir un chef, une inspiration. Et ainsi, en cet après-midi fatidique, Winston Leonard Spencer Churchill, 65 ans, un homme qui avait passé 23 ans dans le désert politique, raillé par beaucoup comme une relique d'un âge révolu, reçut les sceaux de la plus haute charge. Des années plus tard, Churchill se souviendrait de cet instant avec sa grandeur caractéristique. « Je sentais que je marchais avec le destin », écrivit-il, « et que toute ma vie passée n'avait été qu'une préparation pour cette heure et pour cette épreuve. » Car tôt ce jour-là, avant même que Churchill n'ait défait ses valises, l'Allemagne avait envahi les Pays-Bas. Dans le grondement des panzers en marche résonnait un signal clair. La drôle de guerre était terminée. Adolf Hitler s'était enfin tourné vers l'Ouest, déterminé à mener une offensive décisive qui assurait la domination nazie sur le continent européen à jamais. Nous devons remonter dans le temps, jusqu'à la mort du vieux président Hindenburg, lorsque le dernier obstacle constitutionnel sur le chemin d'Hitler vers le pouvoir absolu fut levé. L'ancien humble caporal et artiste raté devint effectivement dictateur de l'Allemagne et pouvait désormais entreprendre de façonner son pays selon le grand destin qu'il croyait lui revenir de droit. Churchill avait vu le danger bien avant la plupart. Tandis que d'autres dormaient, il sonna l'alarme avec une prescience qui se lit aujourd'hui comme une prophétie. « Je redoute le jour », avertit-il, où les moyens de menacer le cœur de l'Empire britannique tomberont entre les mains des dirigeants actuels de l'Allemagne. Il prédit avec une exactitude glaçante que le gouvernement d'Hitler confronterait l'Europe à une série d'événements scandaleux et une puissance militaire sans cesse croissante. Mais ces avertissements tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Le gouvernement, déplorait Churchill, ne parvenait pas à se décider, ou ne parvenait pas à faire en sorte que le Premier ministre se décide. Et ainsi, ils continuèrent, dit-il, dans un étrange paradoxe, décidés seulement à être indécis, résolus à être irrésolus, obstinés dans la dérive, solide dans la fluidité, tout puissant pour être impuissant. Et ainsi la dérive continua jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus continuer. Le 3 septembre 1939, la guerre si longtemps évitée, si vainement repoussée, était enfin advenue. Ce dimanche-là, Churchill dit au Parlement des mots qui portaient le poids d'un homme ayant passé des années à se préparer précisément à ce règlement de compte. Au dehors, les tempêtes de la guerre peuvent souffler et les terres peuvent être fouettées par la furie de ces bourrasques. Mais dans nos propres cœurs, ce dimanche matin, il y a la paix. Nos mains peuvent être actives, mais nos consciences sont en repos. On ne pouvait plus tenir Churchill à l'écart du pouvoir. Après 23 ans dans le désert, il retourna à l'amirauté, mais les premiers mois de la guerre n'apportèrent aucune gloire. La Pologne fut anéantie. Hitler resta sinistrement immobile. Ce qu'on appela la drôle de guerre s'installa tandis que les troupes britanniques embarquaient pour la France, la défense, plutôt que l'attaque, étant au premier plan de la pensée alliée. Une seule tentative lamentable fut faite pour saisir l'initiative, la misérablement gérée expédition de Narvik, qui se termina dans l'humiliation. Chamberlain avait prouvé ses insuffisances, et lorsque l'appel vint enfin pour un chef à la hauteur de l'heure, un seul homme pouvait y répondre. Churchill avait à peine pris ses fonctions que la catastrophe commença. La menace d'un assaut allemand à travers l'Europe occidentale était prévue depuis longtemps, et la France avait constitué une armée largement considérée comme la meilleure d'Europe, renforcée maintenant par 10 divisions du corps expéditionnaire britannique. Les défenses étaient réputées formidables. Elles n'étaient rien de tel. La Belgique fut rapidement submergée. Le 14 mai, les Néerlandais négocièrent une reddition. Le même jour, Churchill reçut des nouvelles terrifiantes de France. Des nouvelles qui hanteraient le commandement allié pendant des semaines. Une énorme concentration allemande de blindés avait traversé les Ardennes, auparavant considérées comme infranchissables, déchirant une brèche de 80 km au centre des défenses françaises. Les panzers de Guderian fonçaient vers la mer. Les généraux allemands bougeaient et pensaient plus vite que leurs adversaires alliés. Une petite contre-attaque britannique à Arras ne put être exploitée. La déroute s'accéléra. Le commandant britannique, Lord Gort, se replia vers la côte de la Manche. Les Allemands, stupéfaits par leur propre succès fulgurant, firent une pause pour consolider leur position. Et dans cette pause, cette brève et improbable hésitation, le miracle de Dunkerque commença. Depuis la côte anglaise, d'innombrables embarcations de toute taille et de toute description se déversèrent à travers la Manche. Chalutiers de pêche, yachts de plaisance, canots de sauvetage, Alféry, une armada hétéroclite, convoquée par le désespoir et maintenue par le courage. Les troupes attendaient en longues files patientes sur les plages découvertes, bombardées en piquets et mitraillées, pataugeant dans les vagues pour grimper à bord de tout ce qui flottait. Début juin, ils avaient réussi à évacuer 340 000 soldats alliés, bien plus que Churchill ou quiconque n'avait osé l'espérer. C'était un miracle, mais un miracle né de la catastrophe. Et Churchill le savait. C'était une délivrance, mais Churchill prit soin de ne pas la présenter comme un triomphe.
Dunkerque, bien que glorieux, n'était guère une victoire, et ce qui suivit fut pire. Le 24 juin, le gouvernement français conclut une paix honteuse. La Grande-Bretagne restait la dernière citadelle européenne contre le nazisme, le dernier refuge des dépossédés et des braves de nombreuses nations. Pour tous à Londres, en ce lumineux été 1940, l'avenir n'était qu'une incertitude lourde d'angoisse. L'allié le plus proche de la Grande-Bretagne avait disparu. Les États-Unis, encore un ami distant, se trouvaient de l'autre côté d'un océan. Face à cela, en 9 mois, les Allemands avaient réussi une série de victoires éblouissantes. Hitler était le maître de l'Europe, souverain absolu d'une douzaine de nations. Ses alliés étaient redoutables. L'immense Union soviétique de Staline, férocement militariste. Le Japon, l'Italie fasciste avec sa marine moderne. Pour la civilisation d'Europe occidentale, l'abîme noir faisait signe. Seule la Grande-Bretagne résistait. Bien qu'elle conservât sa flotte et son vaste empire, ni l'un ni l'autre ne pouvaient aider à repousser l'assaut meurtrier déjà en préparation, les terribles bataillons aéroportés de Göring. L'armée britannique était petite et mal équipée. Son aviation était insuffisante pour la tâche. Ses chances étaient jugées faibles. On estimait communément que seule face à l'Allemagne, la Grande-Bretagne ne pourrait tenir plus de 3 mois. Et avec le succès extraordinaire des armes allemandes partout, la Wehrmacht avait acquis une arme plus puissante encore que ses panzers tout conquérants, une arme psychologique. Car la conviction se répandait que les Allemands étaient en effet invincibles, que la victoire ailée voletait toujours parmi les aigles et les croix gammées. Hitler ne pouvait être vaincu. L'espoir lui-même n'était que tromperie et illusion. Et il ne manquait pas, à Whitehall ou à Westminster, de ceux qui étaient trop disposés à partager de telles croyances, qui cherchaient avidement et lâchement à céder à n'importe quelle condition, accepter n'importe quelles exigences, embrasser n'importe quelle humiliation, simplement pour qu'on leur permette de survivre. Le pouvoir d'Hitler semblait inattaquable, et pour les peuples hébétés et prostrés d'Europe continentale, le Reich de Milan apparaissait comme une réalité sinistre et bien présente. C'est à ce moment, à cette marée la plus basse, que le dictateur de l'Allemagne nazie fut confronté pour la première fois à un adversaire inébranlablement déterminé à résister jusqu'au bout. Au-dessus du tumulte des guerres et des armées, une voix retentit à travers l'Europe, merveilleuse de défis, ardente du courage de ne jamais se soumettre ni céder, une voix pleine de résolution et de foi en la victoire. Nous irons jusqu'au bout, tonna Churchill devant le Parlement. Nous combattrons en France. Nous combattrons sur les mers et les océans. Nous combattrons avec une confiance croissante et une force croissante dans les airs. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le prix. Nous combattrons sur les plages. Nous combattrons sur les terrains de débarquement. Nous combattrons dans les champs et dans les rues. Nous combattrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Son art oratoire magistral électrisait et inspirait partout où il était entendu. Dans les camps moroses et chargés de peur, à travers l'immense étendue lugubre de l'Europe occupée par les nazis, des prisonniers, souvent sans aucune autre langue en commun, échangeaient en guise de salut un seul mot chuchoté. Churchill. Pour eux, il était l'espoir au-delà du désespoir. Et il donna à cet espoir un credo pour vivre. « Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur », dit-il à la Chambre. Vous demandez quelle est notre politique? Je dirais qu'elle est de faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces, et avec toute la puissance que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre une tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime humain. Voilà notre politique. Vous demandez quel est notre but? Je peux répondre en un mot, la victoire. La victoire à tout prix. La victoire malgré toute la terreur. La victoire, aussi long et difficile que puisse être le chemin. Après l'armistice de Compiègne, les ports atlantiques français devinrent des bases navales pour les Allemands, qui acquirent également de nouveaux aérodromes plus à l'ouest. Le rayon d'action de leurs U-boots, comme de leurs avions, s'en trouva accru. Pour le nouveau cabinet de guerre de coalition de Churchill, une préoccupation immédiate était la puissante flotte française, encore intacte et théoriquement contrôlée par le gouvernement fantoche de Vichy. Si ces navires tombaient entre les mains des Allemands, la marine allemande en serait considérablement renforcée. Le danger était grave. L'amiral Darlan refusa de confier ses navires à la Grande-Bretagne. Bien que les Français eussent été si récemment des compagnons d'armes, Churchill ne pouvait hésiter. Il ordonna à la Royal Navy de détruire l'escadre principale française à Mers el-Kébir. Ce fut, dit-il, une décision haïssable, la plus contre nature et la plus douloureuse à laquelle il ait jamais été associé. Mais elle fut prise. Pour la première fois, Churchill arracha des acclamations sans retenue au banc conservateur. Pendant ce temps, à 80 km au nord de Londres, un secret remarquable était gardé dans un vaste domaine victorien appelé Bletchley Park. Y était rassemblée la crème de l'élite mathématique et scientifique britannique et tout au long de la guerre, ils allaient fournir à Churchill un atout suprêmement précieux, un renseignement précis et immédiat. L'armée allemande avait perfectionné une machine de chiffrement extrêmement sophistiquée appelée Enigma, dont les tambours rotatifs
pouvait générer littéralement des billions de combinaisons. Les Allemands avaient toutes les raisons de croire qu'Enigma était impossible à casser. Bletchley accomplit l'impossible. Les machines Enigma furent répliquées avec succès. Puis, à l'aide d'un dispositif informatique primitif, connu sous le nom de bombe, les codes militaires furent cassés un par un. L'information obtenue reçut une classification unique, ultra. Il ne fallut pas longtemps avant que ce que Churchill appelait sa source la plus secrète ne montrât sa valeur. À partir de juin 1940, un flux régulier d'informations émergea sur les préparatifs de l'invasion de la Grande-Bretagne elle-même. Le 1er août, un signal de Goering fut intercepté. La Luftwaffe devait se préparer à éliminer la Royal Air Force par tous les moyens à sa disposition, aussi rapidement que possible. En l'espace de 15 jours, la bataille d'Angleterre avait commencé. Face aux 2800 chasseurs et bombardiers de la Luftwaffe, seuls 650 Spitfire et Hurricane étaient engagés. Mais, outre Ultra, le maréchal de l'air Dowding disposait d'un autre avantage incalculable, les systèmes radars de Robert Watson Watt. Dowding savait que si la Luftwaffe obtenait la suprématie aérienne absolue, aucune marine au monde ne pourrait empêcher les barges d'invasion de traverser la Manche. Il conserva ses ressources avec la plus grande économie, tout en continuant à faire face à chaque raid. Au bout d'un mois, Goering, ignorant combien il avait été près de paralyser le Fighter Command, changea d'objectif. Les aérodromes meurtris et les stations radars bénéficièrent d'un répit miséricordieux. À la place, ce fut le tour des villes, et avant toutes les autres, Londres. Peu de temps auparavant, Churchill avait averti et exhorté en des termes qui saisissaient la nature existentielle de ce qui était en jeu. Toute la furie et la puissance de l'ennemi doivent très bientôt se tourner contre nous. Hitler sait qu'il devra nous briser dans cette île ou perdre la guerre. Si nous pouvons lui tenir tête, toute l'Europe pourra être libre et la vie du monde pourra avancer vers de larges plateaux ensoleillés. Mais si nous échouons, alors le monde entier, y compris les États-Unis, y compris tout ce que nous avons connu et chéri, sombrera dans l'abîme d'un nouvel âge sombre. Armons-nous donc pour nos devoirs et conduisons-nous de telle sorte que si l'Empire britannique et son Commonwealth durent 1000 ans, les hommes diront encore « ce fut leur heure la plus glorieuse ». Les images qui subsistent de ces nuits du Blitz sont tentantes. Le ciel de Londres, illuminé d'orange par 1000 incendies. Mais la Luftwaffe avait en réalité été conçue pour le soutien de l'armée, non pour le bombardement stratégique. Et bien que des dizaines de milliers de personnes fussent tuées et des millions de foyers détruits, les dégâts furent bien moindres que prévu. Le moral, la production et les communications restèrent largement inaffectés. À partir de la mi-septembre, Churchill savait, bien qu'il ne pût révéler comment, que l'invasion était annulée. Sa gratitude envers les pilotes de chasse qui avaient sauvé la Grande-Bretagne fut exprimée en des termes qui sont entrés dans la langue elle-même. « Jamais dans le domaine des conflits humains, déclara-t-il, un si grand nombre n'a dû autant à un si petit nombre. » Et si Londres brûlait, les flammes léchantes touchaient une autre flamme, une qui brillait de plus en plus fort de l'autre côté de l'Atlantique. Les isolationnistes purs et durs en Amérique étaient encore prépondérants. Et bien que les deux candidats à la présidence se fussent engagés à garder les garçons au pays, l'opinion publique américaine commençait à accepter qu'il fallait combattre Hitler. Pendant ce temps, un autre combat implacable et non moins critique se jouait au loin sur le vaste Atlantique. En 1940, la flotte de U-Boots, bien qu'encore petite, obtenait des succès effrayants contre la marine marchande. Les escortes étaient trop peu nombreuses. La farouchement neutre République d'Irlande refusait de laisser les navires de guerre britanniques utiliser ses ports. Churchill était anxieusement conscient de la dangerosité de l'hémorragie dans les lignes de ravitaillement vital de l'Atlantique. En octobre, lorsqu'il remplaça le commandant de la flotte métropolitaine, 2 millions de tonnes de navires avaient été perdues. L'amiral de Nitz perfectionnait le système de meute de loup en haute mer. Heureusement, le mauvais temps hivernal apporta un certain répit temporaire. Plus que jamais, Churchill avait besoin de convaincre les États-Unis d'entrer en guerre. Cet automne-là, un premier pas significatif fut franchi lorsque Roosevelt accepta d'échanger 50 destroyers vieux et quasi inutiles contre un chapelet de précieuses bases britanniques. Le marché en lui-même était si désavantageux que Churchill tenta d'en garder les détails discrets. Mais comme gage de l'engagement américain, il déclara « Ces destroyers valent leur pesant de rubis ». Les rencontres avec Roosevelt se poursuivirent, chaleureuses et fréquentes. Néanmoins, Churchill put parfois se méprendre sur les priorités de l'énigmatique président. Roosevelt avait de graves problèmes intérieurs, et le bien supérieur des États-Unis était, ou devait être, sa première considération. L'Amérique deviendrait volontiers l'arsenal de la démocratie, mais l'entreprise serait menée selon des principes strictement commerciaux. Alors que 1940 touchait à sa fin, Churchill n'osait pas rendre publique son anxiété la plus lourde.
la lutte solitaire de la Grande-Bretagne la conduisait rapidement à la faillite. Un projet de loi pour permettre à la Grande-Bretagne d'emprunter pour financer la guerre était devant le Congrès. Churchill lança un appel émouvant. « Faites-nous confiance. Donnez-nous votre foi et votre bénédiction. Et sous la Providence, tout ira bien. Nous ne faillirons, ni ne flancherons. Nous ne faiblirons, ni ne nous lasserons. Ni le choc soudain de la bataille, ni les longues épreuves de la vigilance et de l'effort ne nous abattront. Donnez-nous les outils et nous finirons le travail. » Mais avant le pré-bail, il y eut le cash and carry. Les Américains voulaient d'abord toutes les réserves d'or de la Grande-Bretagne, puis tout l'or qui pouvait être obtenu des Alliés ou des Dominions. Tous les actifs outre-mer, privés ou publics, devaient être liquidés, souvent à des prix bradés. De gros profits furent réalisés à Wall Street. La société de viscose, détenue par les Britanniques, après liquidation, rapporta 87 millions de dollars, alors qu'elle avait valu environ 40 millions de plus. Les Américains voulaient également accéder au marché d'exportation britannique. La préférence impériale fut abolie, et dans l'intérêt plus large de favoriser l'effort de guerre, Churchill envoya une mission de haut niveau habilitée à transmettre aux Américains ravis les plus beaux fruits de la recherche scientifique et industrielle britannique. Les détails des plus récentes découvertes en matière de technologie antiaérienne, d'explosifs, de fusées, d'électronique et de moteurs à réaction. Il y avait un prototype du magnétron à cavité qui, en augmentant considérablement la puissance du radar, permettait pour la première fois de l'embarquer dans un avion. Tout cela était des cadeaux de bonne volonté. En Méditerranée, pendant ce temps, la guerre offrait à la fois espoir et déchirement. Alors que l'invasion restait une possibilité réelle, Churchill avait pris la décision audacieuse d'envoyer 150 chars au général Wavell en Égypte, un acte d'audace stratégique car ces chars étaient désespérément nécessaires dans la métropole. Par la suite, l'engagement militaire en Méditerranée s'accrut régulièrement, en partie parce qu'il n'y avait pas d'autre opportunité de combattre les puissances de l'Axe sur Terre. Progressivement aussi, Churchill devint fasciné par une poussée vers le nord, à travers ce qu'il appelait le ventre mou de l'Europe, une fascination qui allait façonner la stratégie alliée pour les années à venir, pas toujours pour le mieux. En septembre 1940, Mussolini, qui avait déjà une grande armée en Abyssinie et une autre avançant avec hésitation vers l'Égypte, se lança dans une invasion mal conçue de la Grèce. Mais c'est en mer qu'il subit son premier revers. La marine italienne, bien que d'une vaillance incertaine, possédait certains des navires de guerre les plus modernes à flot. La moitié d'entre eux furent détruits à Tarente dans une attaque d'une audace imaginative lancée depuis le seul porte-avions de l'amiral Cunningham. Un raid qui, à l'autre bout du monde, fut étudié avec un vif intérêt par les Japonais. Churchill s'entendait mal avec le laconique Wavell, qu'il considérait injustement comme manquant d'esprit combatif. Pourtant, c'est le meilleur commandant de Wavell, le général O'Connor, qui remporta les victoires que Churchill réclamait ardemment. Une brillante campagne de 2 mois mena O'Connor d'Égypte à Tobrouk, puis à El Agheila. En février 1941, ces 2 divisions avaient capturé 130 000 prisonniers pour moins de 500 morts. O'Connor était sur le point de chasser l'Axe de toute l'Afrique du Nord. L'occasion fut perdue. Churchill apprit par ultra qu'Hitler venait au secours des Italiens, dont l'offensive grecque s'enlisait, et ce ne fut pas la seule fois que Churchill laissa une émotion généreuse l'emporter sur des instincts plus sûrs. La Grèce, berceau de la civilisation, avait une garantie britannique. Les troupes expérimentées d'O'Connor furent détournées vers une campagne lamentable où débarquement et évacuation se déroulaient simultanément. Ce fut un Dunkerque sans la gloire. Pendant ce temps, de nouveaux détachements allemands commençaient à arriver à Tripoli sous un nouveau commandant, Erwin Rommel. Les gains d'O'Connor s'évaporèrent. Rommel assiégea Tobrouk. Pire encore fut la débâcle de Crète, défendue par 40 000 soldats alliés. Bien que la maîtrise britannique de la mer fût assurée, la couverture aérienne était négligeable. Après un carnage effroyable, l'île tomba sous un assaut purement aéroporté. Le désastre fut moindre qu'il n'y parut d'abord. Les pertes allemandes en avions et en parachutistes d'élite avaient été trop sévères pour que l'exercice fût jamais répété. Mais pour Churchill, qui avait été prévenu avec précision de l'attaque grâce à Ultra et avait cruellement besoin d'un triomphe, la Crète fut un coup dur. Bien que Churchill savourât indubitablement le pouvoir, il y avait des moments quand les mauvaises nouvelles se succédaient de pire en pire, où il pouvait être profondément abattu et ruminé pendant des heures, seul et inapprochable. Mais jamais pour longtemps. Il possédait une résilience extraordinaire. Au printemps 1941, les raisons de sombrer dans la morosité ne manquaient que trop. La Luftwaffe était transférée vers l'Est, mais non sans 2 énormes raids d'adieu sur Londres. Durant le même mois, les U-Boots coulèrent un nombre record de navires alliés. Churchill avait insisté pour agir contre Rommel, mais les ressources de Wavell avaient été désespérément épuisées. Et lorsque l'opération Batlax fut enfin lancée, elle s'enlisa rapidement. Injustement peu, l'odeur de l'échec collait à Wavell, que Churchill remplaça désormais par Auchinleck sur le théâtre incomparablement plus restreint de l'Afrique du Nord.
Auchinleck se porta enfin contre un Rommel affamé de ravitaillement en novembre, libéra Tobrouk et avança une fois de plus en Libye. Mais une fois encore, une offensive prometteuse fut stoppée parce que des troupes furent retirées. 2 divisions furent rappelées d'urgence pour la défense de leur pays natal, l'Australie. La guerre du désert, semblait-il, ne pouvait jamais tout à fait porter le coup décisif. Au matin du 22 juin 1941, le monde s'éveilla à une nouvelle capitale, et qui ébranlait la terre. Hitler avait attaqué son ancien allié, l'Union soviétique, engageant 3 millions d'hommes, la plus grande force d'invasion de l'histoire humaine, sur des centaines de kilomètres de frontières, dans une opération d'une audace à couper le souffle et d'une ambition monstrueuse. Staline avait ignoré les avertissements, ceux de Churchill, qui avait transmis des renseignements d'ultra, comme ceux de ses propres conseillers militaires. L'armée rouge, qui avait souffert catastrophiquement des purges de la fin des années 1930, lorsque Staline avait exécuté ou emprisonné des milliers de ses officiers les plus expérimentés, était mal préparée, sous-équipée et mal commandée. Les défenseurs soviétiques reculèrent devant l'assaut brûlant. Churchill avait longtemps été un fervent anti-bolchevique, mais son objectif inaltérable était la défaite d'Hitler. Il offrit aussitôt de détourner de précieux approvisionnements britanniques pour aider les soviétiques. Un geste d'autant plus généreux que Churchill, comme tout le monde, supposait qu'une nouvelle victoire allemande suivrait dans les mois, sinon les semaines. Hitler lui-même était suffisamment confiant pour ordonner des réductions dans les fournitures de munitions. Staline câbla Churchill avec une urgence désespérée. L'Union soviétique est en péril mortel. Initialement, les divisions allemandes jouirent de leur succès habituel, progressant souvent de plus de 80 km en une seule journée dans d'immenses encerclements. Elles firent des centaines de milliers de captifs. D'abord, Staline fut incapable de faire face à la crise, et pendant 9 jours, le grand vaisseau de l'État soviétique dériva sans gouvernail. Puis, retrouvant son courage, Staline commença à organiser une défense résolue. Le chaos céda progressivement la place à l'ordre. En décembre, les pertes soviétiques se comptaient en millions et les unités avancées allemandes avaient en vue les dômes scintillants du Kremlin. Mais déjà, des signes de mauvais augure apparaissaient. Les changements de stratégie d'Hitler avaient émoussé la poussée principale de l'offensive. Les lignes de communication étaient dangereusement étirées. S'étant peu souciés de la modernité de leur équipement, les Allemands furent consternés de trouver les nouveaux blindés soviétiques plus résistants que prévu. Et l'impitoyable hiver russe, auquel ils étaient totalement impréparés, était à leur porte. À ce stade, Churchill ne savait pas encore qu'il avait gagné un allié qui gagnerait la guerre. Il était très préoccupé par les réactions défavorables dans les États-Unis violemment anticommunistes. En août, il rencontra Roosevelt dans la baie de Placentia pour une réunion cordiale, mais largement improductive. Les deux dirigeants s'appréciaient, mais l'appréciation mutuelle était une chose, et engager la démocratie la plus puissante du monde dans une guerre européenne en était une toute autre. Staline, pendant ce temps, avait déployé ses talents considérables au maximum. Des usines entières avaient été déplacées vers l'Est, démontées et chargées sur des trains de marchandises au cœur de l'hiver, réassemblées à des milliers de kilomètres dans la steppe gelée. Au prix d'un coup aussi sombre fut-il pour ses propres peuples, il transformait rapidement l'Union soviétique en superpuissance militaire. Et surtout, il choisissait ses commandants sur la base de la compétence plutôt que de la complaisance. L'homme qui organisa la contre-attaque devant Moscou était probablement le plus grand commandant de la guerre, Georgi Zhukov. Il n'y aurait plus de blitzkrieg. Puis vint l'événement qui transforma entièrement la guerre. Le 7 décembre 1941, les avions embarqués de l'amiral Yamamoto fondirent sur la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor, coulant ou mettant hors de combat 8 cuirassés et tuant plus de 2000 hommes. Ce fut un succès tactique dévastateur et une erreur stratégique catastrophique, car elle garantit, de la manière la plus spectaculaire imaginable, que l'un des espoirs les plus chers de Churchill serait réalisé, l'Amérique était en guerre. La déclaration de guerre de Churchill au Japon précéda même celle de Roosevelt. L'invasion de l'Union soviétique avait mis une fin miséricordieuse à l'isolement angoissant des 12 longs mois où la Grande-Bretagne seule avait lutté contre Hitler. Désormais, la nation la plus riche du monde était aussi dans la mêlée. Pourtant, Churchill ne pouvait se détendre immédiatement. Les États-Unis étaient principalement une puissance navale, et il y avait une possibilité réelle qu'ils se concentrent sur une guerre dans le Pacifique, laissant la Grande-Bretagne et les Soviétiques peu fiables se charger de l'Allemagne. Le suspense ne dura pas. Le 11 décembre, Hitler et Mussolini déclarèrent tous deux la guerre aux États-Unis. Le soulagement de Churchill fut profond. Il était déjà en route pour Washington, où il fut convenu que la défaite de l'Allemagne nazie était la priorité absolue. Les fondations d'une alliance militaire étroite et exceptionnellement efficace furent posées au cours de ce voyage. Le Premier ministre de 67 ans souffrit d'une légère crise cardiaque. Son médecin n'osa pas le lui dire. D'une manière ou d'une autre, la constitution remarquable de Churchill le tira d'affaire. Mais pendant 4 mois après Pearl Harbor, la zone de conquête japonaise s'étendit toujours plus.
Churchill, sous-estimant encore le besoin de couverture aérienne, avait envoyé le Prince of Wales et le Repulse en Malaisie, sans escorte de porte-avions. Les deux furent coulés. En février, Singapour fut contraint à une misérable capitulation. C'est 180 000 défenseurs furent emmenés dans une captivité cruelle et atroce, et les grandeurs et illusions, entretenues pendant 100 ans de domination impériale, s'écroulèrent en poussière. Singapour ne fut qu'un revers parmi d'autres. L'opinion publique britannique avait été scandalisée par la fuite audacieuse de 2 croiseurs de bataille allemands de Brest vers la Baltique, se glissant effrontément à travers la Manche elle-même. En mars, Rangoon et la plus grande partie de la Birmanie étaient tombés aux mains des Japonais. Malgré leur infériorité logistique, Rommel triomphait en Afrique du Nord. Une motion formelle de censure fut déposée au Parlement. Churchill y survécut aisément, mais avait cruellement besoin d'un succès militaire éclatant. En juin, Auchinleck se replia sur une position défensive à El Alamein, où il put tenir ferme. Néanmoins, dans la proche Alexandrie, la panique régnait. Churchill était profondément déprimé. En avril seul, 700 000 tonnes de navires marchands avaient été perdues. Les rations furent réduites. Le puissant conflit était maintenant à son zénith. L'Allemagne et le Japon étant tous deux au sommet de leur conquête, mais ni l'un ni l'autre des empires ne pouvaient se maintenir. Lentement mais sûrement, la marée de la fortune tournait. Et bien qu'il espérât et rêvât constamment le contraire, le dictateur nazi savait qu'il avait joué et perdu. Avec une urgence croissante, Hitler entreprit de mettre en œuvre le dernier et le plus maléfique de tous ses desseins. Les guerres d'Hitler n'avaient jamais été de simples guerres de conquête et de pillage, comme Churchill l'avait proclamé depuis longtemps. C'étaient des guerres d'asservissement et d'extermination. Les Juifs et les Roms d'Europe furent les premiers à sentir son terrible fléau. Mais dans l'idéologie nazie pervertie, les peuples slaves de l'Est étaient aussi irrémédiablement inférieurs. Le plan oriental originel était d'une simplicité terrifiante. Exterminer la plupart des races subjuguées, réduire le reste à un servage dégradé. Il apparut bientôt que les fusillades de masse, la famine et le travail à mort étaient des méthodes trop lentes. Des moyens plus efficaces furent trouvés. Le massacre incessant prenait la priorité, même sur l'effort de guerre, et par leur brutalité invariable, les nazis accrurent considérablement la détermination, et en fait, le nombre de leurs ennemis. Nulle part cela ne fut plus évident qu'en Russie soviétique. Les paysans avaient peu de raisons de se sentir loyaux envers Staline. Mais le cri de la mère Russie dans son agonie ne resta jamais sans écho chez ses enfants. Ils n'épargnèrent ni leur terre, ni leur sang, et partout où les envahisseurs nazis avançaient, ils ne trouvaient qu'une désolation semée de dangers. Déçu par les résultats d'Auchinleck, Churchill passa par le Caire, sur le chemin de Moscou, et le remplaça par Montgomery. En même temps, il fit venir Alexander de Birmanie comme commandant suprême. Ce furent 2 des meilleures nominations de Churchill. Montgomery s'attela méthodiquement à battre Rommel, s'assurant avant tout d'une supériorité totale en hommes et en chars. Ultra fut une fois encore indispensable. Sachant toujours quand les ravitaillements de Rommel étaient attendus, Alexander pouvait veiller à ce qu'ils arrivent rarement. Lorsque la seconde bataille d'El Alamein commença fin octobre, même un Rommel ne pouvait sauver l'Africa Corps. Ils furent repoussés méthodiquement, d'abord vers Benghazi, puis vers la Tunisie, et cette fois pour de bon. Bien que ce ne fût pas la plus spectaculaire des victoires, El Alamein mit un terme catégorique à une longue et misérable série de revers britanniques. Churchill était ravi. La campagne fut suivie presque immédiatement par la première opération combinée anglo-américaine, l'opération Torch. Les débarquements en Afrique du Nord sous Vichy furent assaillis de confusion politique et stratégique, et l'initiative fut perdue. Néanmoins, les forces de l'Axe se trouvèrent prises entre 2 feux, et le 11 mai, l'ensemble de l'Afrique du Nord était entre les mains des Alliés. Staline insistait fortement pour un second front, un débarquement allié en France qui soulagerait la terrible pression sur l'armée rouge. Les Américains aussi souhaitaient une invasion rapide, mais avaient besoin d'au moins 1 an pour constituer leurs forces. Roosevelt et Churchill, étant tous deux impatients d'agir, l'Afrique du Nord était la seule alternative réalisable. Sur le chemin de Moscou pour annoncer cette nouvelle désagréable à Staline, Churchill passa par le Caire. C'est là qu'il effectua les changements de commandement qui allaient modifier le cours de la guerre du désert. Au début de 1943, les U-Boots étaient venus près de remporter la plus longue bataille de la guerre, coulant 43 navires pendant les 20 premiers jours de mars seulement. Les convois de l'Arctique avaient également cruellement souffert. Le convoi PQ-17, dont Churchill avait insisté pour qu'il appareille malgré les nuits d'été dangereusement claires, s'était dispersé après une alerte et les 2 tiers de ces navires furent perdus. L'hémorragie semblait inarrêtable. Mais alors, juste à temps, 2 nouveaux dispositifs britanniques entrèrent en jeu. Le Huff-Duff, un équipement de radiogoniométrie, et plus décisif encore, le radar aéroporté centimétrique. Les chasseurs devinrent les chassés. En mai, Dönitz fut contraint de rappeler ses U-Boots. Plus jamais, il ne constituerait une menace sérieuse. Le bombardement restant le seul moyen de frapper directement l'ennemi, Churchill continua de soutenir le maréchal de l'air Harris, qui croyait pouvoir gagner la guerre par le bombardement seul.
Avec la participation américaine, l'offensive aérienne s'intensifia. En réalité, les raids massifs, tout en causant de nombreuses victimes civiles et une destruction considérable et gratuite, furent d'une utilité militaire négligeable. Tout au long de 1943, la production allemande monta en flèche. Les pertes de la RAF aussi. Ce furent les Américains qui finirent par trouver la réponse. Construisant l'un des avions les plus remarquables de la guerre, les P-50 et un Mustang furent équipés de réservoirs largables, une vieille idée, et pouvaient non seulement accompagner les bombardiers jusqu'à leurs objectifs, mais combattre magnifiquement une fois sur place. Le bombardement de précision en plein jour devint enfin possible. Il fut utilisé pour la première fois en avril 1944 contre les usines de pétrole synthétique, avec un succès notable. Plus d'un demi-million d'hommes furent engagés dans l'invasion de la Sicile, qui commença en juillet 1943. Entre les deux commandants, le Britannique Montgomery et le mercuriel américain Patton, une rivalité malheureuse éclata. En partie à cause de cela, beaucoup de défenseurs allemands s'échappèrent sains et saufs vers le continent. Mais la chute de la Sicile eut une conséquence importante. Mussolini n'avait jamais joui d'un véritable soutien populaire. Et maintenant, la mascarade en lambeaux qu'avait été le fascisme s'effondra virtuellement du jour au lendemain. Pourtant, les Allemands agirent rapidement pour imposer leur contrôle. Et d'alliés peu fiables, l'Italie devint simplement un pays occupé. Ce n'est qu'en septembre que les Alliés purent débarquer à Salerne. La progression qui suivit fut d'une lenteur atroce, face à une résistance à la fois obstinée et habilement conduite. Les Allemands disposaient d'une série bien préparée de grandes lignes défensives. Délogés péniblement de l'une, ils se repliaient sur une autre, non moins difficile à enlever. Au début de 1944, la campagne était au point mort. Le vieux projet de Churchill pour une poussée à travers ce qu'il appelait le ventre mou de l'Europe s'était heurté à l'os le plus dur. Dans l'esprit de Churchill se trouvait un projet audacieux pour briser l'impasse italienne en frappant à Anzio, à 100 km au-dessus des lignes allemandes. Roosevelt consentit à laisser dans la Méditerranée, pour un temps, des péniches de débarquement autrement destinées à l'invasion de la Normandie. Lorsque les Américains débarquèrent à Anzio, en janvier 1944, la résistance fut légère. Mais une fois encore, un retard inexcusable fut suivi d'un quasi-désastre. Loin qu'Anzio soulagea la ligne Gustave, c'est la ligne elle-même qui dut être enlevée par un opiniâtre assaut frontal pour soulager Anzio. Puis la poussée du général Clark vers Rome permit aux Allemands, une fois de plus, de se replier en bon ordre. Pour le reste de l'année, les Alliés martelèrent vers le nord. L'impasse hivernale qui s'ensuivit dura pratiquement jusqu'à la fin de la guerre. La campagne d'Italie fut la dernière occasion où Churchill eut un rôle majeur dans la stratégie. L'histoire rend un verdict ouvert. Et sur le vaste front de l'Est vint la meilleure nouvelle de 1943. À Koursk, dans la plus grande bataille de chars jamais livrée, les envahisseurs subirent une défaite écrasante et décisive. Dès lors, l'armée rouge disposa de plus de canons et de chars, de meilleure qualité, d'une supériorité aérienne croissante et d'un avantage numérique allant jusqu'à 6 contre 1. Les Allemands ne pouvaient plus espérer que retarder, jamais l'emporter. D'immenses campagnes et un bain de sang inimaginable se profilaient encore. Mais Zhukov atteindrait Berlin. Avec de telles victoires, la réputation de Staline monta en flèche. Et ainsi, lorsque les trois grands se réunirent à Téhéran en décembre, Churchill, malgré les apparences, était bien le partenaire mineur, mais un partenaire déterminé autant que possible à maintenir la Grande-Bretagne à la table des grands. Le principal accord issu de Téhéran était que l'invasion de la Normandie, nom de code Overlord, serait menée avec toute la célérité possible. L'Italie serait secondaire. Churchill ne pouvait qu'acquiescer. Après la perte de ses possessions d'Extrême-Orient, les efforts britanniques contre les Japonais avaient été principalement dirigés vers la défense de l'Inde et, sous la pression américaine, vers la réouverture de la route de Birmanie. Là, le général Slim et la 14e armée rendirent des services exceptionnels, menant une campagne éreintante dans certains des terrains les plus inhospitaliers de la planète. Mais la guerre contre le Japon fut en grande partie livrée avec un courage et un brio égaux par les Américains. Pour Churchill et une Grande-Bretagne épuisée par la guerre, la dernière grande bataille serait celle à travers la France et jusque dans le Reich d'Hitler lui-même. Les préparatifs de l'invasion de la France, malgré leur immense envergure, furent méticuleux. Il y eut de nouveau beaucoup de frictions au plus haut niveau. Tout au long, Montgomery prôna une poussée aiguë et mince, comme un crayon au cœur de l'Allemagne, tandis que l'Américain Bradley préconisait une avance sur un large front. Ces désaccords persisteraient bien après les premiers coups de feu, mais les Allemands furent dupés avec succès par un plan de déception élaboré. Des dragueurs de mines, inaperçus, dégagèrent un passage à travers les eaux de la Manche, et tôt le matin du 6 juin 1944, l'énorme opération se mit enfin en marche. Des milliers de sorties aériennes furent effectuées, et malgré des revers, au crépuscule, plus de 150 000 hommes avaient été débarqués sur les plages de Normandie. Quelques jours plus tard, Churchill se glissa de l'autre côté pour une inspection personnelle. La tâche qui s'annonçait n'était ni légère ni facile. Le soldat allemand était aussi farouchement résilient en retraite qu'en conquête, et Hitler pouvait encore inspirer une loyauté fanatique.
Néanmoins, en une semaine, une tête de pont de 100 km avait été consolidée. Le 27 juin, les Américains capturèrent Cherbourg. Les Britanniques étaient encore cloués dans le difficile bocage. Montgomery avait espéré prendre Caen dès le premier jour. En réalité, la ville ne tomba qu'après un mois de durs combats. Fin juillet, la presqu'île du Cotentin avait été sécurisée et d'importantes forces allemandes étaient menacées d'encerclement à Falaise où leurs blindés furent durement touchés par des frappes aériennes répétées. La poche ne fut pas scellée assez vite pour couper la retraite à tous les Allemands, mais 50 000 prisonniers furent faits et les routes sortant de la poche de Falaise étaient encombrées des débris d'une armée en dissolution. Chars calcinés, chevaux morts, véhicules abandonnés, les vestiges de la Wehrmacht, autrefois invincible d'Hitler, s'étendaient sur des kilomètres. L'appel, vibrant aux armes lancées par Churchill, évoquait des temps plus sombres. Allons donc au combat sur chaque front. Poussons en avant, chaque homme, disponible. Avançons à travers la tempête, maintenant qu'elle atteint sa fureur, avec la même unicité de dessein et la même inflexibilité de résolution que nous avons montré au monde quand nous étions seuls. Peu après le jour J, dans une dernière tentative futile mais vicieuse de briser le moral britannique, Hitler lâcha la première de ses armes secrètes, les bombes volantes Von, des engins sans pilote chargés d'explosifs. Les premiers missiles de croisière au monde arrivèrent en bourdonnant au-dessus de la Manche avec leur vrombissement distinctif et terrifiant. Quand le moteur se coupait, il y avait un instant de silence, puis l'explosion. Ils furent traités assez efficacement par les batteries antiaériennes et les patrouilles de chasseurs. Mais les fusées V2 qui suivirent en septembre étaient une toute autre affaire. C'étaient des missiles balistiques voyageant plus vite que le son. La première chose que leurs victimes en savaient, c'était l'impact. Il n'y avait pas de défense, pas d'avertissement, pas de sirène. La menace ne cessa que lorsque les sites de lancement furent envahis par les armées alliées en progression. À ce moment-là, 9000 Londoniens étaient morts. Londres avait enduré une dernière épreuve. L'avance alliée se poursuivit tout au long de l'été. Le 25 août, De Gaulle rentra dans son Paris bien-aimé. Peu après, Bruxelles et Anvers étaient également entre les mains alliées. Montgomery n'avait eu le commandement général que pour les phases initiales. Et le 1er septembre, il dut céder le commandement suprême à Eisenhower. Ce fut un moment lourd de symbolisme. C'est alors que le général britannique d'ordinaire prudent produisit un plan audacieux pour contourner la ligne Siegfried. L'idée était hardie. Un tapis de troupes aéroportées s'emparerait d'une série de ponts aux Pays-Bas, ouvrant une autoroute au cœur du Reich. Brillamment conçue mais imparfaitement exécutée, l'opération Market Garden échoua à Arnhem, où la 1 division aéroportée britannique fut parachutée trop loin de son objectif et se trouva face à des forces allemandes bien plus puissantes que les renseignements ne l'avaient prévu. Le pont trop loin, comme on l'appellerait. Une autre promesse d'une fin rapide de la guerre s'était évaporée. Churchill, malgré ses revers, déployait encore une énergie prodigieuse. Il se rendit à Moscou avec Eden. Il ne parvint pas à arranger un accord entre Staline et les Polonais en exil, ces Polonais dont le pays avait été la cause même de l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne et dont le sort était maintenant décidé par-dessus leur tête par les grandes puissances. Mais lors d'une discussion franche sur les sphères d'influence d'après-guerre, Churchill obtint de Staline la promesse de ne pas intervenir en Grèce. En décembre 1944, Hitler tenta un ultime pari désespéré. Pour la dernière fois, des divisions allemandes passèrent à l'offensive dans les Ardennes, les mêmes forêts à travers lesquelles les panzers avaient déferlé si triomphalement au printemps 1940. Pendant un bref moment, les attaquants savourèrent d'anciennes gloires, s'enfonçant profondément dans les lignes américaines et semant confusion et alarme. Mais ce n'était pas la Wehrmacht de 1940. La résistance se raidit rapidement. Les panzers tombèrent en panne de carburant, ce pétrole même que la campagne de bombardement de précision avait ciblé. Et lorsque les brumes se dissipèrent, ils furent exposés à des frappes aériennes meurtrières contre lesquelles il n'y avait ni abri ni échappatoire. En quelques semaines, la bataille des Ardennes était terminée. C'était le dernier coup de dé d'Hitler. Et il avait échoué. La nouvelle année vit une autre puissante poussée soviétique amener les unités avancées de Zhoukov à 80 km de Berlin. L'armée rouge, qui avait saigné plus abondamment que toute force dans l'histoire humaine, se refermait maintenant pour porter le coup fatal. Ce printemps-là, les chars de Patton sillonnaient la rive et du Rhin, traversant une Allemagne déjà méconnaissable. Ces villes réduites à des paysages lunaires de décombres, sa population hébétée et affamée, ses armées en désintégration. Le Reich de Milan, qui n'avait duré que 12 ans à peine, vivait son agonie. Roosevelt, l'homme d'État pragmatique et déterminé qui avait guidé l'Amérique à travers la dépression et la guerre, mourut le 12 avril, quelques semaines seulement avant la victoire. Il avait tant fait pour que sa nation émerge de la guerre bien plus riche et plus puissante que jamais. La progression des Alliés ne fut pas sans une révélation sombre et indélébile. À mesure que les armées avançaient de l'Est et de l'Ouest, toute l'étendue du mal nazi fut dévoilée pour la première fois à un monde frappé d'horreur et incrédule.
les camps de la mort, les chambres à gaz, les crématoires encore chauds, les piles de chaussures ayant appartenu à des enfants, les squelettes ambulants derrière les barbelés, trop affaiblis, pour même comprendre que leur libération était venue. La croisade inflexible de Churchill contre le régime nazi, d'abord comme voix dans le désert politique, puis comme chef de guerre indomptable, trouvait ici sa justification la plus terrible et la plus abondante. Il avait averti année après année d'une tyrannie monstrueuse, jamais surpassée, dans le sombre et lamentable catalogue du crime humain. Il avait été raillé pour son alarmisme, rejeté comme belliciste, ignoré par ceux qui préféraient la fiction confortable selon laquelle on pouvait raisonner Hitler. Dans ces terribles mémoriaux d'une dépravation sans nom, pouvait seule être écrite sa justification éternelle. Et maintenant, sa grande tâche touchait à son achèvement. Mais la nature des libertés pour lesquelles la Grande-Bretagne avait combattu, les libertés mêmes qui distinguaient sa cause de celle des dictateurs, fut illustrée d'une manière remarquable et, pour Churchill, profondément douloureuse. Tandis qu'il était à Potsdam, négociant la forme du monde d'après-guerre avec Staline et le nouveau président américain Truman, la démocratie britannique exerça son droit inaliénable et élut, pour la paix à venir, un autre dirigeant. L'homme qui avait sauvé la nation fut écarté du pouvoir par la nation qui l'avait sauvé. Ce fut, à sa manière, une parfaite justification de tout ce pourquoi il avait combattu et un coup personnel amer dont il ne se remettrait jamais entièrement. 5 ans auparavant, Churchill avait averti le peuple britannique qu'il entrait dans une lutte pour la survie de la civilisation elle-même et leur avait promis la victoire. La victoire à tout prix, avait-il dit, la victoire malgré toute la terreur, la victoire aussi long et difficile que puisse être le chemin. Il avait tenu cette promesse. Mais le prix avait en effet été grand. Les pertes militaires et civiles avaient été considérables. Les immenses dettes de guerre de la Grande-Bretagne seraient un fardeau pour des générations. Ses villes étaient dévastées, son économie en ruine. Scientifiquement et industriellement, elle était fermement reléguée au second rang, entrant dans un long déclin dont elle ne se remettrait jamais pleinement. Le prix avait été élevé, la terreur grande, la route longue et difficile. Mais Churchill avait conduit son peuple vers une victoire glorieuse.